Juste le temps de mettre les slides pour quelques mots d'introduction. Vous remercier de votre présence, remercier l'équipe du CRIAVS. On est très bien entouré, donc moi je salue le travail qui est réalisé depuis de nombreuses années et je me surprends à constater qu'il n'y a que des dames dans cette équipe. Alors l'amphi est surtout féminin aussi, donc le progrès vient souvent des personnes XX, donc ne lâchez rien. Ensuite, juste vous redire aussi, en écho à ce qui vient d'être dit, que peut-être qu'il va falloir qu'on fasse un groupe de parole, Hélène, Donadieu rigole qui s'en va en courant, de parents praticiens. Non mais je propose le groupe de parole parents praticiens, parce que moi aussi mes enfants, ils m'ont dit arrête, tu nous saoules de parler de ça. Et donc du coup, il faut pouvoir respecter effectivement l'intimité des enfants, mais les accompagner. Et pour terminer, en propos préliminaires, décaler peut-être la question de la pornographie pour la recontextualiser dans le rapport aux écrans et à l'image. Puisqu'il y a une exposition précoce inadaptée à des images et des écrans. Et la pornographie, mais comme un certain nombre de violences, viennent faire effraction dans des moments compliqués. Alors parfois, ça suscite de la sidération, de l'angoisse, parfois de l'excitation. Et en fait, ce sont ces mouvements qu'on doit accompagner un peu mieux en tant qu'adulte, hein, entre une image vue, une image éprouvée et une situation qui vient mobiliser des émotions et s'inscrire dans une séquence d'apprentissage dysfonctionnelle pour une entrée problématique dans la sexualité. Donc voilà ces petits propos préliminaires. On reste comme ça, on fait ping-pong. Allez. Bien, merci. Il s'agit de parler de prévention. On va arrêter vers 12h15, 10 pour laisser des échanges avec la salle. Et on est ambitieux puisqu'on va parler de prévention primaire. Cécile Miel vous a magistralement posé le cadre et le paysage de la question de la prévention en santé publique, en particulier des violences sexuelles. En introduction, vous redire, vous rappeler et marteler quelques chiffres. 160 000 enfants victimes de violences sexuelles par an. Donc c'est des futurs adultes en vrac. Je suis psychiatre et donc du coup si je veux réduire la masse critique de patients adultes qui vont mal, il faut agir en amont puisque les violences sexuelles entraînent un risque relatif de développer tous les troubles psychiatriques, pas seulement anorexie, boulimie, addiction, etc. Tous les troubles psychiatriques. Donc il faut agir. Sur le plan de la volonté politique et des moyens, ça nous coûte par an plus de 9 milliards d'euros cette affaire, 9,7 milliards, ce sont les chiffres de la Civise. Donc si on voulait simplement investir, allez, 1%, 2% en matière de prévention, probablement qu'au final, ça nous coûterait beaucoup moins cher. Mais enfin, on n'en y est pas encore, vous êtes là, on va essayer d'avancer ensemble. Peut-être un dernier point qui fait le lien entre violences sexuelles subies et ensuite problèmes psychiatriques, sur la question de l'entrée en prostitution. Vous avez évoqué avec beaucoup de précaution la notion d'échange. Je ne suis pas sûr que ça soit un échange, alors au sens d'une réciprocité en toute équité avec des gens qui ont un consentement libre et éclairé. Par contre, je suis sûr que c'est un échange sur le plan psychique. Il y a une économie psychique qui est mobilisée et ce qu'on constate effectivement, c'est que lorsqu'on met à disposition son corps à l'autre sans même l'investir, interagir, c'est qu'il y a déjà eu rupture entre la psyché et le corps, et le plus souvent de manière traumatique. En sachant que je soigne des bandits depuis longtemps, et des réseaux de proxénètes m'expliquaient que pour rentrer en prostitution, il faut choisir une belle et jolie jeune femme, et il faut la violer, c'est-à-dire la dissocier. Le mieux, c'est avec son arme, pour qu'elle soit ensuite capable de se dissocier en permanence. On rajoute un peu d'héroïne, de cocaïne, et c'est parti mon kiki. Elle devient à la fois dépendante et en capacité de se dissocier pour travailler beaucoup. Mais grand banditisme, c'est-à-dire que nous, cliniciens, on est vraiment à la ramasse, on est en retard. C'est-à-dire que les praticiens de la violence, eux, ils avaient déjà repéré cette capacité qu'avait un sujet à se dissocier pour ensuite mettre à disposition de son corps. Donc, soyons pas dupes et naïfs, ok ? En matière de prévention, parce qu'on est des gens aussi ambitieux, chaque CRIAVS en France, il y en a 27, métropolitains, dom-tom, etc., propose des outils. On va vous proposer ici et vous présenter un outil qu'on a créé nous, mais par exemple, au hasard, le CRIAVS Lorraine est en train de développer un serious game pour éviter l'entrée en prostitution chez des adolescentes. Et là, ça me paraît intéressant. Là, on est en amont et on est probablement en prévention primaire pour que ces jeunes filles, qui le plus souvent ont déjà été effractées, puissent non pas aller vendre leur corps dans un échange qui est inapproprié, inadapté, mais plutôt mobiliser du soin pour traiter des symptômes le plus souvent psychotraumatiques. Donc on a une responsabilité en tant qu'adulte pour agir le plus tôt possible, parce que là où la guérison est incertaine, la prévention est plus sûre, et je pense que c'est notre responsabilité en tant qu'acteur de terrain et en tant que praticien. Diapositive suivante.
Qu'est-ce que c'est que la prévention? Ensemble des mesures visant à éviter ou réduire le nombre et la gravité des maladies. Ok, c'est la définition de l'OMS après-guerre, avec les 3 niveaux qui ont été présentés ce matin, en sachant que nous sommes des gens non violents, inclusifs, intégratifs, éco-responsables. Et donc, du coup, on ne vient pas opposer promotion à la santé, éducation positive à la sexualité et prévention. Nous, on intègre tout le monde, chacun à son endroit. Vous pouvez faire de la promotion, au sens de l'information. Vous pouvez faire de l'éducation à la vie affective et sexuelle ou à la sexualité de manière positive, parce qu'effectivement, c'est sympa quand on s'en sert bien. Et puis ensuite, on peut faire de la prévention. Et donc, du coup, c'est 3 niveaux qui s'articulent et on n'est jamais dans une posture idéologique. Vous faites de la promotion, c'est génial, c'est super. Articulons-nous, c'est tout. En tout bien, tout honneur. Diapositive suivante. La prévention primaire, donc on considère qu'elle est universelle en population générale, elle est mise en œuvre pour éviter un problème de santé. La vaccination, c'est la prévention primaire, ok, en santé publique. On vaccine tout le monde, et puis comme ça, du coup, il y a certains troubles qui disparaissent. Malheureusement, il n'y a pas de vaccin de la violence, comme il n'y a pas de gène de la violence. La prévention secondaire, elle est ciblée, elle va être dirigée vers les personnes vulnérables à risque de développer un problème de santé. Les personnes en surpoids ou obèses, il y a un risque de développer un diabète non insulinodépendant. On va traiter l'obésité, prévenir l'apparition du diabète, et du coup, on évite l'entrée en maladie. La prévention tertiaire, elle est spécifique pour éviter les rechutes ou l'aggravation d'une maladie. Le patient schizophrène qui souffre d'un trouble psychiatrique chronique, je vais éviter les rechutes, augmenter l'adhésion, l'alliance thérapeutique, arrêter les utilisations de substances et de toxiques, et du coup, je fais de la prévention tertiaire. On parle même aujourd'hui de prévention quaternaire depuis quelques années, à partir d'une médecine un peu iatrogène, à partir de systèmes pathologiques. Et nous, on va évoquer cette question sur une approche globale et systémique de systèmes qui favorisent peut-être la répétition ou l'initiation de violence. Nous avons été les premiers en 2016 à mettre en place une cellule d'écoute pour les auteurs et les victimes de violences sexuelles dans l'Église, parce que l'Église, effectivement, à un moment donné, a été un système qui a pu favoriser le début, la répétition et le maintien des violences en particulier sexuelles. En d'autres termes, nous n'opposons pas les modèles et les concepts, nous n'opposons pas les victimes et les auteurs, mais nous traitons systématiquement 3 cibles. La victime en urgence, il faut la protéger, l'accompagner. L'agresseur, l'auteur, qu'il va falloir traiter pour éviter qu'il ne répète ses agressions sur d'autres victimes. Et ensuite, le système qui a favorisé ou qui a permis la réalisation de ces violences. Et dans cette approche, c'est une approche globale holistique qui permet effectivement de réduire de manière efficace le risque de violence. En prévention, on agit en amont. En prévention quaternaire, on va essayer d'agir sur le système afin d'éviter qu'il ne favorise la réalisation des violences, en particulier sexuelles et en particulier sur mineurs. Diapositive suivante. De quelle prévention s'agit-il? La prévention primaire, le parapluie, pour rester sec, empêcher l'apparition des symptômes, elle est universelle. La prévention secondaire, elle est ciblée sur des populations dites vulnérables. Et la prévention tertiaire, elle est sélective pour pouvoir limiter les effets, les conséquences d'un trouble qui serait déjà installé. Prévention quaternaire, c'est une ambition supplémentaire. Je propose de l'inscrire à votre programme d'intervention, de réfléchir l'organisation de vos institutions pour vous assurer soit qu'elle ne favorise pas l'émergence ou la répétition des violences, ou soit s'assurer que votre organisation, en tant que système, en tant qu'organisation humaine, vient effectivement, de manière efficace, favoriser la prévention des violences à caractère sexuel sur mineurs. Diapositive suivante. Par conséquent, on a décidé à la création du CRIAVS 2010 de créer une boîte à outils fonctionnelle, simple d'utilisation, tout terrain, à l'attention de tous les professionnels qui interviennent auprès de mineurs pour les outiller afin de mettre en œuvre des interventions de prévention efficientes, c'est-à-dire evidence-based, prouvées pour leur efficacité auprès des mineurs. La boîte à outils de prévention, elle permet d'envisager une prévention primaire universelle auprès des mineurs âgés de 5 à 18 ans. Donc ça, c'était notre ambition. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on intervient dans un groupe d'enfants, allez, une classe de 30 élèves, qu'il y en a déjà quelques-uns qui sont très abîmés. Très abîmés parce qu'ils ont été victimes. Donc on n'est plus en prévention primaire. Je serai dans quelle prévention avec ces enfants qui ont déjà été abusés? Ok? En sachant qu'une victime, on a tendance à penser que c'est de la prévention ciblée secondaire, sauf que parfois la victime, elle va très très mal, elle a développé des symptômes, et donc du coup on est déjà en tertiaire avec des épisodes dépressifs, des mutilations, des consommations. C'est intéressant comme on a tendance à penser que la victime, on est en secondaire et que l'agresseur, on est en tertiaire.
Non, on peut faire du secondaire partout. Donc, en fonction de la situation, on intervient face à un groupe d'enfants. Vous aurez, sur les 30 enfants, 2-3 qui sont déjà effractés ou qui ont déjà effracté. Nous n'opposons pas victime et auteur, c'est-à-dire qu'en tant qu'adulte, vous devez être en capacité non seulement de recueillir la parole d'une petite victime, mais aussi éventuellement d'un ado qui prendrait conscience, en fait, qu'il a réalisé des violences sexuelles, y compris sur sa petite sœur ou la petite copine ou la petite voisine. Je ne suis pas sûr que beaucoup de personnes soient aujourd'hui en capacité, d'une part, d'accueillir la parole d'une victime mineure, qui est incestée par son père, ou d'autre part, d'accueillir la parole d'un auteur, d'un agresseur pédosexuel, dans le cadre d'un inceste adelphique, dans la même génération, ou qui aurait tripoté le voisin. Donc ça, c'est notre responsabilité de favoriser des espaces pour pouvoir accueillir cette parole et surtout accompagner, soigner, traiter. Donc, quand on intervient auprès des enfants, on ne sait pas où on est, ce sont les enfants qui savent plus ou moins, et c'est au cours de l'intervention qu'on va pouvoir éventuellement découvrir, grâce à la révélation des faits, c'est-à-dire un dépistage, bien que ça ne soit pas, encore une fois, l'objectif, mais à chaque fois qu'on met en place des interventions de prévention, on favorise la révélation de faits antérieurs, soit subis, soit agis, et du coup, ça favorise le dépistage, le soin et l'orientation. Donc l'ambition de la boîte à outils, c'est de proposer de la prévention universelle, mais face à des enfants dont on ne connaît pas l'historique, on ne sait pas où on se situe, on va pouvoir malgré tout proposer de la prévention secondaire, tertiaire, et on essaye même, parce qu'on est des grands malades, de penser la prévention quaternaire au cours des formations à l'utilisation de la boîte. Diapositive suivante. Alors, l'idée de ces 2 slides, c'est pas de vous montrer qu'on a beaucoup travaillé, mais on a beaucoup travaillé. Depuis plus de 15 ans, sur ces différentes étapes de structuration du projet, avec beaucoup de professionnels. Et ces gros projets, pour réussir, doivent être collectifs. Et donc, du coup, je salue, moi, l'ensemble des acteurs, depuis Sophie Lazut, Cindy Prudhomme, etc., toutes ces personnes qui ont participé initialement au projet, et Céline Baïs a beaucoup travaillé au début sur le recensement des outils, sur l'étude de la validation, l'efficacité. On a mis en place un comité de réflexion outils de prévention. Vous voyez la 4e étape qui a impliqué l'ensemble des acteurs de prévention, en soutien avec l'ARS, d'abord Languedoc-Roussillon, puis Occitanie. Et le rectorat de l'Académie de Montpellier, par exemple, était un acteur historique du projet BOAT, comme la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse, comme Holisme, comme Via Voltaire, comme l'ASE, et comme le Conseil général. Donc on a mobilisé l'ensemble de ces acteurs de prévention pour pouvoir avancer ensemble et créer cette boîte à outils qu'on a ensuite testée et qu'on est aujourd'hui en train d'évaluer. Ça sera l'objet de la 2e partie de cette communication. À partir, diapositive suivante, de 2018, donc on était avant le Covid, on avait envisagé, malgré tout, des évolutions avec la numérisation de l'ensemble des ressources. On a transformé le comité de réflexion outils de prévention en comité de suivi d'outils de prévention, c'est-à-dire qu'il y a un comité scientifique qui assure la validation de toutes les évolutions du projet, puisque c'est un projet qui est évolutif, collaboratif et très vivant, et on espère bien qu'il va continuer de s'enrichir et de vivre grâce à ses utilisateurs. Ensuite, dans le cadre d'un appel d'offres, là, les marchés publics, on a pu travailler avec une entreprise locale, Calimedia, sur la numérisation et le e-learning, et on a numérisé tout ça pour proposer aujourd'hui des formations en présentiel, en distanciel, mixte, un cloud avec l'ensemble des ressources BOAT, et beaucoup, encore une fois, de supports différents pour faciliter l'accès et l'utilisation à l'ensemble de la ressource. Pour la suite des événements, il s'agit pour nous de développer ensuite le projet d'abord dans des étapes de traduction et de partenariat dans d'autres langues, de recherche et de validation en termes d'efficacité, mais aussi de pouvoir élargir notre public cible, puisque vous avez entendu que la BOAT, elle s'adressait à des enfants entre 5 et 18 ans. On va vers des développements pour les 15-20 et des développements pour les 0-5. En sachant que là, on remet le couvert, là, il y a 15 ans de travail, et donc on va remettre le couvert pour quelques années, afin de proposer aux parents, aux professionnels de la petite enfance, depuis la maïotique jusqu'à la PMI, et ensuite aux enseignants de maternelle, des outils de prévention efficaces pour limiter le risque de violence à caractère sexuel et sexiste chez les mineurs. Diapositive suivante. Les partenaires historiques, je les ai déjà cités. Le rectorat de l'Académie de Montpellier depuis le début, et je salue les collègues qui sont présents depuis le début. Et donc, merci encore de votre participation, de votre soutien. Le département,
le SODED, Holisme pour la prévention en santé. Ensuite, le pôle régional de compétences Languedoc-Roussillon qui réunissait l'ensemble des acteurs de prévention en Languedoc-Roussillon, le réseau Filado, la protection judiciaire de la jeunesse, la maison des adolescents, Via Voltaire qui est un partenaire aussi historique et essentiel et qui permet de faire la connexion, j'allais dire, dans la cité et avec des partenaires, par exemple, gendarmerie, on a un projet actuellement qui est en cours de déploiement, et le soutien financier de l'ARS Languedoc-Roussillon puis Occitanie et de la Direction générale de la cohésion sociale. Diapositive suivante. Là, je crois qu'il y a un petit bonus. Bonjour Mathieu. Bonjour Ève. Alors qu'est-ce que vous allez nous présenter aujourd'hui? Aujourd'hui, je voulais vous présenter la boîte à outils de prévention du CHU de Montpellier, la BOAT, une boîte à outils de prévention des violences à caractère sexuel et sexiste. Il s'agit d'une boîte à outils qui a été créée par des agents du service On a voulu créer des petiques capsules vidéo pour les réseaux. public hospitalier pour tous les professionnels qui interviennent auprès des mineurs afin de leur donner les moyens de ne pas Sachant que la devenir difficulté, c'est d'aborder un sujet compliqué, grave, mais de manière légère. Donc de prévention. La prévention, oui, c'est possible. C'est-à-dire d'anticiper, de prévenir un incident, un événement violent, pour que les enfants puissent interagir de manière adaptée entre eux. Dans cette boîte à outils, il y a un certain nombre de ressources disponibles pour les professionnels. Il y a un guide animateur qui représente la structuration de la boîte à outils et qui propose une vision globale d'ensemble de toutes les activités, puisqu'il y a 134 fiches activités proposées pour les enfants depuis l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 18 ans, avec 5 thématiques et 35 sous-thématiques. Alors qui peut utiliser cette boîte à outils? Tous les professionnels qui agissent et qui interviennent auprès d'enfants. Nous avons aussi proposé des outils de manière plus large, par exemple pour les parents et les professionnels, avec un petit lexique concernant les nouvelles technologies, le cybersexe. Il est important de pouvoir communiquer avec les enfants et en particulier les adolescents autour de notions compliquées. Il y a aussi un glossaire dans la boîte à outils pour pouvoir comprendre les grands principes et concepts clés qui sous-tendent la démarche de prévention autour des droits à la santé sexuelle, autour de l'éducation à la vie affective et sexuelle, pour pouvoir bien positionner cette boîte à outils, qui est une boîte à outils de prévention. Alors comment on fait pour l'utiliser? Concrètement, comment on fait? Donc il y a une formation pour pouvoir utiliser des fiches très simplement. Et par exemple, je vais prendre la fiche numéro 1, Domino humain, pour les enfants âgés entre 5 et 7 ans, avec la couleur verte pour les compétences psychosociales, ce qui permet d'identifier clairement, comme une fiche cuisine, les ingrédients nécessaires pour réussir sa recette, la mise en œuvre de l'intervention, mais aussi la conclusion et les objectifs de chaque intervention. Et donc là, on est dans le renforcement des compétences psychosociales, le vert, la connaissance de soi. Les compétences psychosociales, à quoi ça sert, me direz-vous, Ève? On se demande. Et donc, du coup, les compétences psychosociales, c'est tout ce qui nous permet d'échanger, d'interagir, d'avoir des relations adaptées et positives entre d'autres enfants, avec d'autres personnes, et de donner les moyens aux enfants de pouvoir développer des relations harmonieuses, positives. Ça fait partie de la prévention et de la réduction des facteurs de risque des violences à caractère sexuel et sexiste. Donc si je comprends bien, je m'appuie sur la fiche pour faire mon intervention de prévention. C'est exact. On utilise chaque fiche intervention pour cibler un domaine de prévention, facteur de protection à renforcer, facteur de risque à réduire, en fonction des tranches d'âge, mais aussi finalement des objectifs qu'on se propose. Par exemple pour les plus grands, ici nous avons les 8-10 ans. Avec nouvelle couleur, Ève, me direz-vous. Ici, c'est orange. Effectivement, parce qu'on a changé de domaine d'intervention de prévention, on est dans respect et différence. Et là, par exemple, c'est une fiche, le métier d'Alice, avec un sablier orange pour une intervention qui va durer environ 1 heure, 1 heure et demie, puisque sur chaque fiche, on va détailler le temps nécessaire à la préparation, à la réalisation et les objectifs. Mais il y a 2 feuilles là. Effectivement, Ève, nous avons 2 feuilles, puisque
Pour chaque intervention, on va essayer de proposer aux professionnels d'utiliser le moins de ressources matérielles possibles, sauf circonstances particulières. Ici, en l'occurrence, nous avons une feuille de route qu'il faut photocopier et remettre aux enfants. Déroulé peut-être. Le déroulé de la fiche, si vous voulez, Ève. Alors par exemple, Kevin et Alice jouent ensemble. Alice confie à Kevin qu'elle aimerait devenir aviateur plus tard. Kevin lui répond, hein, une fille devenir aviateur? Ça n'existe même pas le mot aviateur au féminin. Et là, l'idée, donc, c'est de distribuer la fiche et de demander aux enfants de compléter, ils sont invités à compléter les mots. D'accord. C'est exact. Et de manière tout à fait tranquille, simple et ludique, on va pouvoir travailler sur les stéréotypes de genre et permettre aux enfants d'envisager qu'ils puissent embrasser n'importe quelle carrière et n'importe quel métier. Psychologue, psychiatre par exemple, sans rester enfermé dans des stéréotypes. Vous voyez, c'est très simple d'utilisation. Non, ça m'interroge là un peu, mais on parle jamais de sexe, là. Pour les petits, effectivement, et pour les enfants, on peut agir en prévention sans jamais nommer l'appareil génital. On n'a pas besoin de parler de zizi et de zézette à des enfants de 5 ans, pas du tout. Mais on peut être très efficace, comme tout à l'heure pour la fiche numéro 1, en travaillant l'estime de soi. Par contre, pour les plus grands, il est vrai, par exemple, si je prends la fiche 128, qu'on va aborder tranquillement, tout doucement, des éléments et des notions autour du sexe et de la sexualité. Par exemple, la fiche 128 avec une nouvelle couleur, Ève, comme vous l'aurez remarqué, c'est le bleu, pour compréhension et respect de la loi, avec une iconographie qui change pour les 14-18 ans. Et ici, on va être sur une fiche activité corps raccord, avec la distribution d'une feuille de route, de nouveau, dans laquelle l'adolescent devra cocher s'il pense que c'est vrai ou faux en fonction de la proposition. Je ne sais pas, on va demander est-ce que demain il fera jour, l'adolescent coche vrai ou faux. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, Ève? Oui, par exemple, si elle ne dit rien, c'est qu'elle est d'accord. Qui? Si elle ne dit rien, c'est qu'elle est d'accord. C'est une affirmation. C'est une affirmation. Vrai ou faux? C'est qu'elle est d'accord éventuellement pour une relation sexuelle? Ou pour boire un café. Ou pour boire un café. Donc, qui me dit mot consent? Est-ce que ça marche? Bah, moi, je dirais faux quand même. C'est probablement faux. Et c'est une opportunité, une porte d'entrée pour travailler la question du consentement, Ève. Et donc, du coup, on pourra utiliser éventuellement une autre fiche qui est complémentaire de cette première intervention pour aborder de manière très claire et ciblée le consentement entre adolescents. D'accord. Bah, c'est très complet, Mathieu. Et comment on fait pour obtenir cette boîte alors? C'est très simple. Pour pouvoir accéder à l'ensemble des ressources de la boîte à outils, il faut une formation. Cette formation, elle a 3 objectifs. Le premier, c'est de pouvoir outiller tous les professionnels afin qu'ils utilisent la boîte à outils dans toutes ses potentialités, en agrégeant quelques interventions, en construisant des interventions spécifiques, ciblées avec des objectifs identifiés. Donc c'est le premier objectif, et c'est l'esprit de la boîte à outils, devenir un acteur efficace de prévention dans le champ des violences à caractère sexuel et sexiste. Deuxième raison de cette formation, être en capacité de gérer une révélation au cours d'une intervention. On s'est aperçu que ces interventions favorisaient la révélation de violences déjà subies ou agies. On est en prévention secondaire, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu un événement et on arrive un peu après la bataille. Et donc du coup, c'est un très bon outil pour venir travailler après un incident dans une institution, une difficulté, une problématique autour de ces questions complexes. Deuxième raison. Troisième raison, c'est pour pouvoir mettre à jour l'ensemble des savoirs, des connaissances auprès des professionnels dans un processus collaboratif, puisque ce projet s'appuie aussi sur tous les acteurs de prévention qui vont pouvoir travailler avec et pour la boîte à outils de prévention. On pourra se recycler, Ève, pour M6 Boutique. Ça va être pas mal. Donc là, c'était la synthèse finalement de la présentation de la boîte à outils pour pouvoir apporter l'ensemble des informations sur la bonne utilisation, en sachant que c'est une marque déposée du CHU de Montpellier. Et donc du coup, on n'a pas d'enjeu financier là-dessus, on n'a pas d'action. Notre intérêt, c'est que les enfants puissent bénéficier de ça. Deuxième remarque, régulièrement, je suis interpellé sur l'idée qu'il faut dire zizi, zézette à des petits de 5 ans. J'ai distingué promotion, éducation, prévention. Distinguer les parties anatomiques de son corps et affirmer que son corps, c'est de l'éducation. Okay, dans la prévention, ensuite, on va dire personne ne met les mains dans le slip, mais je n'ai pas besoin de parler de zizi, de zézette. Donc chacun à son endroit, de manière articulée, on est complémentaires. Et donc du coup, faire de la prévention, c'est bien, mais avant, il faut penser la promotion et l'éducation, à la vie affective et sexuelle. Ok ? Donc chacun à sa place, s'il vous plaît. Et si on fait que de la prévention, on vient un peu tard limiter les dégâts. Mais en éducation sexuelle positive, c'est la perspective que les enfants, les adolescents puissent découvrir une capacité, développer une compétence et des aptitudes à se faire plaisir,
avec des tiers consentants. Okay, donc chacun à sa place de manière complémentaire. Voici les 134 fiches avec ici les différentes thématiques cibles pour pouvoir réduire le risque de violence à caractère sexuel et sexiste. On n'a rien inventé, on est reparti de l'ensemble de la littérature, en particulier des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, depuis les premiers rapports 2002 sur la violence dans le monde, et des recos, le programme Inspire sur les compétences psychosociales, par exemple, qu'il va falloir renforcer. Ensuite, respect et différence, qui est un peu plus ciblé. Relations et sexualité, j'insiste, on n'est pas dans l'éducation positive à la sexualité, on est dans la prévention, mais ça ne nous empêche pas d'aborder, par exemple, intimité, pudeur, relations affectives et plaisir. Ensuite, du virtuel au réel, ça nous paraissait important, et on peut travailler cette question avec les tout petits, fiction ou réalité, Internet et ses dérives, en sachant que beaucoup d'enfants, à partir de 5 ans, sont exposés à des écrans, parfois sont tout seuls sur le téléphone portable de papa et maman. Et enfin, compréhension et respect de la loi pour redonner un peu des repères partagés sur notre organisation sociale. Vous avez vu le petit pictogramme attention danger, hein, et donc il y a certaines fiches qui favorisent la révélation de violence. Et quand on prépare l'intervention et qu'il y a le petit pictogramme, ça veut dire qu'il faut qu'on soit solide sur ses appuis. On travaille à deux pour l'intervention. Il y a un secouriste psychique qui va venir récupérer un gamin qui est en train de lâcher pour le mettre en sécurité, récupérer éventuellement les informations nécessaires et utiles pour le protéger, l'accompagner et le soigner. Donc les interventions BOAT ne servent pas à faire du dépistage, elles servent à faire de la prévention qui de surcroît favorise des révélations de violences déjà subies ou agies. Diapositive suivante. Donc la recette de cuisine, en sachant que là aussi, un petit paradoxe, quand on achète un livre de cuisine, on ne vérifie pas si vous savez manipuler un four. Pour ça, là, vu la thématique, vu le public, on s'assure que les personnes vont l'utiliser, ont compris l'utilisation de la BOAT, parce qu'on a pu mettre en évidence qu'une mauvaise utilisation aggravait la situation. On a réalisé une recherche avec l'Université Jean Jaurès de Toulouse sur une méthodologie qualitative qui nous a permis de constater, par exemple sur la question des stéréotypes, qu'on pouvait renforcer des stéréotypes, intervention dans une classe d'institutrices, non c'était un collège, donc 2 enseignants, et à la fin de l'intervention, renforcement des stigmates concernant les personnes rousses. À la fin de l'intervention BOAT, les roux sentent mauvais, les roux je sais pas quoi, les roux je sais pas quoi. Catastrophe, hein, d'accord ? Donc mauvaise utilisation de l'intervention, phénomène de groupe, renforcement des distorsions, et à la fin on vient valider un stéréotype. Surtout pas, comme vous dites. Donc attention, c'est un couteau suisse à manipuler avec précaution qui peut blesser. C'est la raison pour laquelle il y a une formation. On est en économie sociale et solidaire, mais le CHU nous a rappelé que ça avait un coût. Et donc, du coup, on a annexé le coût de la formation à toutes les formations du CHU. Donc, effectivement, ça coûte un peu d'argent. Diapositive suivante. Aujourd'hui, le projet de prévention BOAT regroupe l'ensemble de ces ressources. On a évoqué la boîte à outils, cette petite mallette de 3,9 kg. C'est un beau bébé, mais qui est très utile quand on en a besoin. Les formations qui sont dispensées soit en présentiel, soit en distanciel, soit un mixte avec 7 modules de e-learning à valider et une journée de présentiel. On a un premier niveau de formation utilisateur, donc pour bien se servir de la BOAT. Ensuite, lorsqu'on est aguerri, motivé, intéressé, on peut devenir formateur, BOAT labellisé, pour former ses collègues dans son institution. Ce qui pour nous a au moins 2 intérêts. Le premier, c'est que ça facilite la diffusion de la BOAT. Le second, c'est qu'il y a une appropriation en fonction de la culture du référentiel métier et de l'institution. Et donc, par exemple, on travaille en lien étroit avec la Fondation Action Enfance, qui accueille des enfants placés dans des villages d'enfants, et il développe une véritable culture de prévention avec l'outil BOAT au sein des maisons d'enfants, avec des éducateurs, des moniteurs éducateurs spécialisés, etc. Donc tout ça, c'est un avantage vraiment majeur pour faciliter la diffusion. On assure le service après-vente avec des intervisios tous les trimestres, si vous le souhaitez, pour soutenir votre démarche de mise en place ou de déploiement des interventions de prévention. Et à la fin de la première année, on propose un recyclage chaque année pour se rencontrer, partager et créer cette, on va dire, communauté d'acteurs de prévention francophones pour l'instant. On a un cloud avec l'ensemble des ressources numériques de la BOAT, et quand on fait la formation, on a des droits ouverts pendant une année au cloud BOAT, et ensuite on fait la session de recyclage pour avoir des droits ouverts à nouveau. On a la petite mallette d'intervention, on a les intervisios.
Il y a une recherche dont je ne vais rien dire puisqu'on va vous la déployer juste après. Des collaborations en termes de formation et de traduction, entre autres avec le Liban qui va très mal, tout est figé. Mais je rappelais à mes collègues libanais que dans chaque situation de crise, juste après la catastrophe, il y a une augmentation exponentielle des violences sexuelles, en particulier sur les femmes et les enfants. Catastrophe climatique, guerre, ce que vous voulez. Donc c'est une opportunité encore plus nécessaire et importante de pouvoir déployer de la prévention pour éviter ce pic d'augmentation après la catastrophe. Une newsletter aussi, qu'on essaie de tenir tous les trimestres, et un site internet avec beaucoup de ressources en open access, et un compte LinkedIn avec 3 posts par semaine. Et le mot de la semaine, vous pourrez apprendre plein de gros mots à placer le samedi soir en repas de famille. Donc tout ça, ce sont des ressources avec beaucoup de choses en open access, disponibles directement. Il suffit d'aller sur les sites, sur les réseaux, et on invite vraiment à faire des connexions avec les autres ressources. On n'a pas la vérité, on n'a pas la prétention de penser que ça règle tous les problèmes, mais on a tendance à penser, peut-être c'est audacieux, que la BOAT permet de poser une base solide pour mettre en œuvre de la prévention qui va être appropriée par les intervenants, les professionnels, et enrichi de vos différents outils ou des outils des autres CRIAVS, des autres institutions ou les autres propositions en matière de prévention. Je passe la parole à notre chercheuse préférée, enfin coordinatrice de la recherche, qui porte actuellement la mise en place, le déploiement et le suivi d'une recherche pour laquelle on a beaucoup œuvré et travaillé, qui va être mise en place dans 60 collèges de métropole. Donc Jessica, à vous. Merci Mathieu. Donc on vient ici vous présenter le protocole de recherche BOAT-EFFECT qui a pour but d'évaluer l'outil qui vient nous être présenté. Maintenant qu'on y voit un petit peu plus clair sur cet outil, on va essayer de chercher et d'évaluer et de prouver l'efficacité de cet outil. Et pour ça, il a fallu du coup déployer un protocole de recherche clinique en prévention, donc un gros travail à effectuer. Donc la recherche, donc cette recherche en quelques chiffres, pour situer un petit peu le projet, on se situe dans une recherche impliquant la personne humaine de catégorie 3. Donc ça veut dire que c'est une recherche où il n'y a aucun risque pour les participants à l'étude. Ils sont, puisqu'il s'agit essentiellement de questionnaires, on va venir récupérer des données et on va leur diffuser des questionnaires, etc. On n'intervient pas, c'est une recherche qui est observationnelle. Il n'y a pas d'intervention auprès des participants, donc pas de risque. On classe cette recherche en catégorie 3. Ça veut dire qu'au niveau de la lourdeur administrative de la recherche, c'est beaucoup moins lourd, pas de consentement à obtenir, on vient juste informer les participants, donc ça vient alléger tout ça et ça vient faciliter un petit peu la mise en place d'un projet d'envergure puisque c'est une étude qui est multicentrique, 6 centres en France, chaque centre va avoir 10 établissements, donc 10 établissements, on parle de collèges ici dans cette étude, donc chaque centre aura 10 collèges à suivre pour avoir à la fin un nombre de sujets prévus total, les sujets c'est les collégiens, 5400 collégiens qu'on va suivre pour une période de 3 ans. Donc les centres avec lesquels on travaille, c'est l'URSSAF de Lille, CRIAVS de Lorraine, Nancy, le CRIAVS de Paris, CRIAVS de Lyon, le CRIAVS de Toulouse et le CRIAVS donc de Montpellier. Et ces 6 centres vont travailler avec leurs rectorats respectifs d'académie pour aller cibler les établissements dans leur académie. Et c'est chaque CRIAVS qui va avoir en charge les collèges de son académie pour pouvoir déployer la recherche de façon multicentrique et de balayer un petit peu tout le territoire national. Donc, est-ce que la recherche dure 3 ans? Vu qu'on suit les collégiens sur une période de 3 ans, en fait, on suit même les établissements, on ne suit pas les collégiens, on suit les établissements sur une période de 3 ans. Donc là, on a déjà un petit indice. Donc effectivement, il y a beaucoup de travail en amont, puisqu'il va falloir aller chercher des sous. La recherche, ça coûte cher. Donc il y a l'appel à projet qui avait été déposé en 2021. Donc un gros travail en amont, définir pourquoi on fait cette recherche, etc. Une fois que l'appel à projet est déposé, on attend la réponse, savoir si le financement est accepté. Et vous voyez, ça prend encore, en termes de temps, donc presque une année. On obtient les financements et à partir de là, on commence à rédiger le protocole. Donc là, gros travail d'échange avec les méthodos, sélection des CRIAVS, etc. Puisqu'il y a la théorie et la pratique. Donc une fois qu'on a identifié les CRIAVS qui sont d'accord pour participer à la recherche,
Il faut valider la méthodo parce que, et notamment en prévention, énormément de biais avec le fait, on peut l'imaginer, de venir mesurer quelque chose qui n'a pas lieu, en fait. Donc, voilà, quelque chose qui n'aura pas lieu, qui ne va pas avoir lieu. Comment on mesure tout ça? Tous les biais. Est-ce que si ça n'a pas eu lieu, c'est grâce à l'intervention bot ou pas? On ne sait pas. Donc, il y a énormément de biais à prendre en compte. Et là, on a tous les méthodos qui cherchent plein de solutions pour essayer de minimiser tous ces biais. Ils vont réfléchir et nous donner un nombre d'établissements, un nombre suffisant de collégiens. On va essayer de nous dire il faut mettre tout ça en place. Et nous, on arrive donc sur le terrain en disant c'est comme ça que ça se passe. On n'a pas le choix. Il faut que la recherche... on ne va pas faire tout ça pour rien. Il faut qu'il y ait un sens à cette recherche. Donc, c'est comme ça. Il y a des chiffres, il y a des données, il y a des calculs à faire. Donc, ça prend énormément de temps à rédiger. Il faut... Voilà. Donc, gros travail de rédaction. Une fois que le protocole est rédigé, il va y avoir le dépôt au CPP, Comité de protection des personnes, parce qu'on est dans le cadre d'une recherche clinique. On ne fait pas n'importe quoi. Tout est réglementé. Donc là, je vous le disais, on est en RIPH 3. Donc, ça vient alléger la réglementation. Mais on reste dans de la recherche clinique. On informe les établissements. On doit communiquer sur la recherche. Et pour ce faire, on dépose le protocole au CPP. Et tant qu'on n'a pas l'accord du CPP, il ne se passe rien. Donc là, pour vous resituer un petit peu à l'échelle de temps, le protocole n'a même pas démarré. En fait, jusque-là, tant qu'on n'a pas l'accord du CPP, tout peut s'arrêter. La recherche n'a pas commencé. Une fois qu'on a les accords du CPP, donc nous, ils sont arrivés en juin, et bien, à partir de là, tout s'accélère. On peut travailler. Et c'est parti, on doit rencontrer les établissements, on doit se déplacer, on doit y aller. Et là, on se heurte à un autre calendrier qui est différent, puisqu'on est sur la vie réelle. Le rectorat va être d'accord avec ça. Donc, il y a vraiment la réalité du terrain. Au niveau des rectorats, puisqu'on est dans les collèges, il y a les vacances scolaires, il y a les établissements à sélectionner, il y a tout un travail à mettre en place. Donc, il faut qu'on articule tout ça et axer un petit peu la théorie, la pratique. Comment on fait tout ça? On se rappelle que l'outil est déjà largement utilisé. Donc, depuis tout ce travail qui est mis en place pour la recherche, on a déjà 513 personnes qui sont formées à la botte. Donc, le travail continue, l'outil est utilisé. Donc, les formations ont commencé depuis 2016 et continuent d'être formées. Pour rédiger le protocole, on va se poser la question pourquoi on met en place ce protocole. Je ne vais peut-être pas revenir trop en détail, parce que le docteur Lacambe l'a bien expliqué. Nous, on va venir, dans le cadre de la recherche, on va regarder un peu ce qui se passe au niveau de l'utilisation de l'outil et et venir évaluer l'impact de l'utilisation de cet outil au niveau donc, de la prévention bot. Pour le design de l'étude, donc là, on revient à nos méthodos qui nous ont trouvé le nombre de collèges qui doivent participer à cette étude pour que les chiffres puissent nous apporter des données et des informations suffisantes. Donc, il a été décidé de sélectionner 60 collèges. Les collèges sont sélectionnés de façon stricte, puisqu'on va aller dans des collèges qui sont défavorisés ou très défavorisés, avec un nombre de faits établissements ou de conseils de discipline supérieur à 10. Donc là, c'est ce qu'on appelle les critères de sélection. Si les collèges n'ont pas ces critères-là, ils ne peuvent pas rentrer dans l'étude, puisque c'est facile à imaginer. Si on part avec des faits d'établissement qui sont très bas, on va pas pouvoir montrer qu'ils ont diminué. Donc il faut un nombre de faits d'établissement suffisant. Les méthodos sont là pour ça. Ils nous ont dit à partir de 10 faits d'établissement, on peut avoir quelque chose de significatif. Donc on cible ces établissements-là. Donc, ce qui fait qu'on a l'impression qu'il y a énormément d'établissements en France qui correspondent à ces critères de sélection. Mais en fait, on réduit énormément l'entonnoir avec ce critère-là. Et il y a un critère aussi qui est fondamental, c'est le volontariat des établissements. On ne va pas mettre en place l'étude de recherche dans un établissement qui n'est pas volontaire. Pour la simple et bonne raison que si l'établissement n'est pas volontaire, les interventions, on va aller former des personnes, il n'y aura pas d'intervention, ça n'a aucun intérêt pour la recherche, ça n'a pas de sens. Donc ces 60 collèges, on en fait quoi? On les randomise. Donc en recherche clinique, la randomisation, c'est le tirage au sort. On n'a pas la main dessus, on tire au sort les établissements. 30 collèges qui auront la formation à la botte, 30 collèges qui sont dits collèges témoins, collèges contrôle, qui vont nous servir à vérifier si l'intervention à la botte a un intérêt. On vient comparer les deux groupes d'établissements. C'est un petit peu comme dans un essai médicament. Si
On veut prouver qu'un médicament fonctionne, on doit le tester contre le placebo. Il faut montrer que le médicament est plus efficace que rien. Donc si on n'a pas ce groupe contrôle, l'étude ne tient pas. Donc les collèges BOT témoins sont importants et participent à la recherche. Et c'est un petit peu le message qu'on a des fois du mal à faire passer auprès des établissements, puisqu'on vient leur vendre un outil super qui fonctionne et qui a déjà été testé. Et on leur dit, vous ne l'aurez pas. Voilà. Donc, après, vous allez voir après qu'il y a quand même une petite séance de rattrapage pour ces établissements-là. Mais donc, ils font partie de la recherche. Et donc, on est dans un programme de prévention qui est déjà lourd. Il y a tout un programme à mettre en place au niveau des préventions. Mais comme on est dans la recherche, et je vous disais tout à l'heure, il y a une réglementation à suivre. On doit informer tout le monde. BOT témoin, BOT plus. On doit informer tous les établissements, on fait de la recherche. On n'a pas le droit de faire de la recherche sans informer les participants à la recherche. Donc on va devoir informer, et là c'est particulier, puisque comme on n'est pas dans une institution clinique avec un suivi habituel, avec des patients, etc., on sort un petit peu du cadre. C'est difficile de faire entendre que vous participez à une recherche clinique, ça fait peur, ça effraie, donc il faut rassurer tout le monde en disant attention, il n'y a pas de risque, ça va aller. On est là, on vous accompagne, donc on va diffuser des notes d'information. On est en RIPH 3, donc pas de consentement à proprement parler, on ne fait pas signer d'accord, mais il y a donc on informe et ils ont le droit de refuser. Par contre, on va récupérer les refus, ils peuvent décider de ne pas participer à la recherche. Une fois que tous les établissements ont été informés, on passe à la formation chez les collèges BOT+, donc formation à la BOT. On a rajouté une étude qualitative, un volet GIS sur ces établissements-là. Ensuite, on va suivre donc, dans les établissements les collégiens et on va les récupérer avec des questionnaires de qualité de vie qui sont faits sur Internet. On va aller récupérer les données sur la qualité de vie des élèves. On va aller voir aussi au niveau des enseignants le stress perçu au travail, le climat scolaire. Et on va relever aussi tout un tas de données pour venir répondre à tous nos critères de jugement, nombre de dépistages par an, le nombre, le type d'intervention BOT par an. On va aller récupérer toutes ces infos-là pour la recherche et on va faire ça sur 3 ans. Donc, tous les ans, on recommence puisqu'on ne suit pas les collégiens. On va être sur des élèves de 4e, 3e qui vont quitter l'établissement. On va suivre les établissements. Donc on recommence tous les ans, on réinforme et on recommence avec toutes les données, questionnaires, etc. Les objectifs de l'étude, donc ça va être d'évaluer l'effet d'intervention de prévention sur l'évolution de l'incidence des comportements violents dans les collèges défavorisés ou très défavorisés. Donc là, on comprend l'importance du critère de sélection sur l'effet d'établissement, puisque c'est notre objectif principal, c'est notre critère principal, et c'est ce qu'on va suivre tout au long de l'étude. Donc si on part avec un critère qui est trop faible, on n'a plus rien à suivre. Il y a ensuite les objectifs secondaires qui vont être d'évaluer l'effet des interventions de prévention, donc sur les élèves, sur les enseignants. On va relever aussi la fréquence des révélations, ce qu'on disait tout à l'heure, il va y avoir des révélations qui vont être faites au cours des interventions, donc on va récupérer aussi toutes ces données. Et puis il y a le processus, donc le volet qualitatif, avec la méthode GIS, on y reviendra tout à l'heure. Donc pour répondre à tous ces objectifs, pour le critère principal, j'y reviens pas, on suit l'effet établissement, les conseils de discipline, on relève tout ça. Pour les critères secondaires, on va regarder l'évolution de la qualité de vie des élèves avec le fameux questionnaire qu'on va passer en fin d'année scolaire, l'évolution du stress des enseignants, l'évolution du climat scolaire. On a tendance à dire que si y a moins de violence dans les collèges, les enseignants vont venir travailler de façon plus sereine et seront plus enclins à venir travailler, le dépistage des violences sexuelles, et ensuite on va venir identifier donc les freins et les leviers à ce type d'implémentation avec les interventions GIS. Donc le GIS, c'est une étude qualitative qui a été rajoutée dans le protocole de recherche de BOT-Effect. C'est un groupe d'entraînement à l'analyse de situations éducatives qui va servir à partager les points de vue des analyses, les questionnements. Ce sont les enseignants du collège BOT+, qui vont se réunir et qui vont développer des situations, qui vont venir rapporter des situations ensemble. Dans le cadre de l'étude BOT-Effect, ces analyses vont nous permettre de dégager les freins et les leviers à l'implémentation de ces interventions dans les collèges. Ce sont seulement les personnes formées dans les collèges BOT+, qui vont avoir le droit de participer à cette étude qualitative.
et ils vont intervenir à des moments donnés en fait, qui ont été étudiés. Donc c'est en partenariat avec l'Université de Toulouse. C'est eux qui vont gérer tout ce volet qualitatif. Ils vont se rencontrer à des temps donnés par rapport à l'intervention et on va venir relever tous les freins et les leviers à la mise en place de ce type d'intervention dans les collèges. Donc ça, c'est tout le travail en amont. Là, on est dedans, on a démarré, on a commencé à rencontrer les établissements. On se heurte déjà à pas mal de freins au niveau de la réalité du terrain, des établissements qui n'ont pas envie de participer. Il y a des établissements, on a les principaux qui ont envie de participer, les équipes qui ne suivent pas. Ça leur demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Donc on a déjà tout ça, c'est déjà difficile à lancer la machine. On est déjà en retard, on est toujours en retard en recherche de toute façon. Et donc une fois qu'on aura lancé tout ça, on a 3 ans de recherche à suivre. Et après, donc, on a l'analyse statistique qui va venir récupérer et analyser toutes les données qu'on a relevées tout au long de l'étude. On la prévoit en 2028. Un peu optimiste. Les résultats, on prévoit de les communiquer en 2029. Mais 3 ans en recherche clinique, en prévention, c'est très très court. Donc on est déjà en train de réfléchir à se demander si on ne va pas allonger ce calendrier-là. Mais d'un point de vue... Le rectorat qui dit non. Parce que d'un point de vue calendrier, c'est vrai que quand on rencontre les établissements, ils nous disent mais 3 ans, c'est super long. Nous, on a un turnover dans les équipes, ça ne va pas du tout. Enfin, au niveau des établissements, non, c'est très long déjà 3 ans sur le terrain. Alors nous, c'est très court, donc c'est vrai qu'on se pose la question. Il n'y a rien pour le moment, mais en tout cas, on y réfléchit parce que c'est vrai qu'on se dit, justement, avec les établissements qu'on va perdre de vue, ceux qu'on ne va pas arriver à suivre jusqu'au bout, etc., on réfléchit à tout ça. Mais on est dans le cas d'une recherche clinique, rien ne peut se faire, on ne décide pas de prolonger la recherche clinique tout seul. On repasse par un dépôt CPP, réglementation, chercher des financements, etc. Donc c'est pour ça qu'on se permet de se poser la question bien en amont, et on verra un petit peu ce que ça donne par la suite. Donc après la recherche, une fois qu'on a les résultats, je vous disais qu'il y avait une petite séance de rattrapage pour les bots témoins. C'est éthique. Si on a réussi à prouver que la botte était efficace dans les établissements, on ne va pas leur dire c'est super, vous nous avez aidés. Maintenant, vous venez payer la formation et puis vous vous formez. Non. On va former les établissements en bots témoins. On se replace là comme dans le cadre d'un essai médicament, en fait, où si on a une personne qui est malade, le médicament marche, on ne lui dit pas d'attendre les autorisations de mise sur le marché. On va les en faire bénéficier dès le départ. Et là, on est dans la même situation. On se propose de former tous les établissements bots-moins à la fin de l'étude si les résultats s'avéraient positifs. Donc finalement, est-ce que la recherche dure 3 ans? On a bien compris que non. Si on prend les chiffres, là, sans prolongation, sans rien du tout, on est déjà sur 8 ans de travail. Donc, au niveau des chiffres, toujours les personnels formés, on s'attend sur 3 ans à avoir formé à peu près 450 personnes dans les collèges au niveau des bots plus. Si on forme 450 personnes supplémentaires, puisque les résultats vont être positifs, on en est sûr, on aura quasiment 900 personnes. Donc est-ce qu'on n'est pas un peu dans la prévention quaternaire? Peut-être. Et on va bien sûr suivre toutes les interventions bots. Et on peut imaginer qu'il va y avoir une croissance exponentielle. Si on a 900 personnes formées sur le terrain, au niveau de l'éducation nationale, on se dit que si ces 900 personnes ne font ne serait-ce qu'une intervention dans les établissements, on aura un chiffre impressionnant, et puis qui balaye dans toute la France. Donc on va suivre tout ça de près et on se donne rendez-vous en 2029. Mais en attendant, on se forme à la botte. Je laisse le mot de la fin à nos 2 grands acteurs. Pour la formation, c'est très simple. Il suffit de se renseigner sur le site internet qui apparaît en bas de l'écran, où vous aurez l'ensemble des informations concernant l'accès aux ressources libres. Nous avons beaucoup de ressources qui sont librement accessibles sur le site internet pour les parents, pour les professionnels et même certains mineurs s'ils le souhaitent.
en sachant qu'on a un serious game, un petit jeu de loi aussi, pour pouvoir évaluer ses propres connaissances sur la problématique des violences sexuelles, avec notre petite icône Caroline qui grandit à travers sa trajectoire de développement affectif et sexuel. Et donc du coup, on va pouvoir utiliser ce serious game pour s'évaluer et mieux appréhender l'enjeu autour de la prévention des violences sexuelles. Sur le site internet, vous aurez aussi des liens vers d'autres ressources. Vous avez l'ensemble des informations et le calendrier de toutes les formations, puisque nous proposons des formations en présentiel de 2 jours et demi, mais aussi des formations dématérialisées avec un e-learning complété d'une journée, soit présentiel, soit en version classroom virtuelle, c'est-à-dire digitalisée en visio. Donc on a cette proposition avec aussi des formations régulières de recyclage, de partage annuelles, une fois par an, qui permettent de se rencontrer et de continuer de faire évoluer l'outil. On a aussi des propositions de reprise et d'analyse de pratique avec des visioconférences pour les professionnels qui souhaitent utiliser la botte et venir demander des outils, solutions, conseils, supervision auprès de l'équipe du CRIAVS. L'équipe du CRIAVS, du CHU de Montpellier, ce sont des professionnels, psychologues, psychiatres, qui travaillent toute l'année, d'abord sur le plan clinique, mais aussi pour la recherche et pour la prévention autour de cet outil. Donc si j'ai bien compris, si je veux avoir la boîte, je me forme, je sais l'utiliser, je l'utilise et je peux revenir une fois par an ou plusieurs fois pour reparler de ma pratique avec la boîte. C'est exact, Ève, vous avez très bien résumé les choses. Nous assurons la continuité autour de cette formation, le service après-vente, page 24 uniquement les jours ouvrés, le matin, 9h-17h, du lundi au vendredi. Mais le site internet est là, il y a un lien avec une personne qui répondra à vos questions, Madame Charrer, et qui va développer toute la version numérique avec une équipe pluriprofessionnelle du CHU de Montpellier qui porte ce projet et des partenaires de la prévention en Languedoc-Roussillon, le soutien de l'Agence régionale de santé, de la Direction générale de la cohésion sociale et de l'ensemble des acteurs de prévention qui participent de ce projet collaboratif. Bien, merci beaucoup Mathieu. Merci Ève. Et à bientôt alors. À très bientôt pour de la prévention.